Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours. Donc, comme vous avez remarqué, si vous êtes un abonné de notre chaîne, nous avons fait ensemble un petit break et nous avons expliqué des leçons de langue qui sont justement les figures de style et les registres ton et tonalité de langue. Donc, c'est la raison pour laquelle on a arrêté un peu l'explication de notre tragédie Antigone et on est passé, bien sûr, à l'explication des cours de langue, bien sûr. Ce sont des cours qui étaient très importants pour le programme et j'avais remarqué qu'ils étaient aussi importants pour la compréhension des œuvres qu'on a devant les yeux. Euh, j'ai expliqué les deux cours, les figures de style et les registres de langue, et dans les deux versions, ça veut dire en deux langues, en arabe et en français. Et maintenant, nous allons bien sûr reprendre le chemin de nos cours en français pour expliquer bien sûr la pièce que nous avons, la pièce tragique d'Antigone. Et bien évidemment, si vous êtes, comme je dis toujours, si vous suivez à fur et à mesure les cours que nous mettons en ligne, vous saurez que nous avons commencé par la biographie de Jean Anouilh. Nous avons fait un petit cours global à propos de la mythologie grecque. Et puis on a passé au mythe d'Oedipe. Après, il y avait bien sûr les deux schémas, que ce soit actantiel ou narratif de l'œuvre d'Antigone. Et maintenant, nous sommes devant un cours très important. Bien sûr, nous n'avons pas une question directe à propos de ce cours que nous allons voir ensemble, mais ce que nous avons, c'est la compréhension globale de l'œuvre. C'est cette compréhension qui va nous permettre, bien sûr, de mieux répondre aux questions si l'examen concerne bien sûr Antigone. S'il concerne Antigone, il faut s'attendre à avoir des questions qui sont un peu complexes, qui nécessitent, je dis bien, qui nécessitent une compréhension de tous les aspects de cette œuvre qui est la tragédie d'Antigone. Et bien évidemment, ce cours n'est d'autre que le théâtre. Parce qu'on doit, bien sûr, puisque c'est une pièce théâtrale, on doit bien sûr comprendre ensemble tous les aspects, d'accord, de cette pièce tragique, comprendre à peu près les notions de base, le lexique du théâtre et comprendre aussi, parce que normalement le plus important pour nous, c'est bien évidemment la tragédie et comprendre c'est quoi la tragédie et bien sûr pouvoir appliquer et comprendre ces notions par rapport à l'œuvre d'Antigone que nous sommes en train d'étudier. Donc, bien sûr, nous allons commencer par dire que le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame et aussi un genre littéraire. Je reviens toujours pour la même explication que j'avais donnée par rapport au registre de langue et aux figures de style. Je vous avais dit qu'il ne faut pas être surpris si vous voyez que le nom d'une figure de style se répète dans les registres de langue. Là aussi, il ne faut pas être euh, surpris si vous savez que le théâtre, normalement, la nomination peut être utilisée pour exprimer ou bien pour parler du genre littéraire qui est le théâtre ou bien de l'art qui est l'art de la représentation. Donc le théâtre, c'est un genre littéraire et aussi c'est l'art de la représentation d'un drame, d'une comédie ou bien d'une tragédie. D'accord? Parce que normalement, pour le théâtre, vous savez que normalement nous avons trois types de théâtre. Que ce soit le théâtre tragique, ou bien le drame, ou bien la comédie. La tragédie, c'est normalement tout ce qui est triste. Le drame, la comédie, c'est tout ce qui nous fait rire, sourire, nous fait sauter de joie ou bien de bonheur. Mais le drame, c'est un mélange entre les deux. Malheureusement, ou bien heureusement, Antigone est seulement une tragédie. Ça veut dire nous allons ensemble oublier les deux autres catégories, le drame et la comédie, et nous allons bien évidemment nous concentrer sur la tragédie. Donc, le lexique de théâtre, je vais parler de quelques informations, quelques termes utilisés. Certes, ils ne sont pas utilisés dans la pièce d'Antigone, mais c'est juste un savoir, une culture générale par rapport au théâtre que vous allez acquérir. Donc, le dramatique, c'est normalement qui se rapporte à l'action. La drama, c'est l'action en grec. Voilà. Parce que c'est normalement, le théâtre, normalement, est, est un art
qu'on remarque trop chez les Grecs. Ça veut dire que c'est les Grecs qui ont mis les bases de cet art-là. C'est la raison pour laquelle on trouve que pas mal de termes que nous utilisons ont une histoire grecque. Ça veut dire, il revient aux Grecs, c'est les Grecs qui ont bien sûr proposé ou donné cette nomination. Donc le dramatique qui se rapporte à l'action, drama c'est l'action en grec, on parle dans ce sens de l'intérêt dramatique d'une scène ou bien d'un passage. Mais ce mot aussi peut désigner tout ce qui concerne le théâtre. Ainsi, l'expression genre dramatique désigne tous les types d'œuvres théâtrales. Ça veut dire quand on dit genre dramatique, peut désigner bien sûr toutes les œuvres de théâtre à la fois. L'exposition. L'exposition, on peut, on veut dire par ce terme-là les premières scènes d'une pièce théâtrale, qui bien sûr nous donne des indications par rapport aux personnages et par rapport aux événements, aux actions. L'exposition est donc la présentation des informations indispensables à la compréhension de la situation au début d'une pièce de théâtre. L'intrigue, c'est l'intelligence des événements, l'enchaînement des événements dans un récit de fiction. Aussi, bien sûr, ce qui nous concerne dans une pièce théâtrale. Donc, l'enchaînement, bien les actions qui se poursuivent dans une pièce théâtrale, on peut bien sûr dire que les phrases successives de l'intrigue, exposition qui présente la situation initiale, le nœud de l'action et le dénouement. Et vous pouvez remarquer ça dans la pièce théâtrale quand le prologue rentre sur scène pour nous parler de pas mal d'informations qui peuvent constituer la situation initiale, le nœud de l'action et même le dénouement. Je vous fais appel à l'action, bien sûr, au fait que le prologue dans la tragédie d'Antigone a annoncé depuis le début la mort d'Antigone, de Aimon et de Eurydice. Quand il a dit voilà Eurydice qui est en train de tricoter et à un moment donné, il va bien sûr se suicider. Il lance cette information dès le début de la pièce théâtrale. Le nœud, bien sûr, dans la pièce théâtrale peut être l'équivalent de l'élément perturbateur. C'est normalement le point qui cumule entre les péripéties. Les péripéties, euh, normalement, qui constituent le nœud et le dénouement. Ça veut dire quand on noue, ça veut dire quand on est en train de cumuler les problèmes. Quand on dénoue, c'est quand on est en train de trouver des solutions que ces solutions soient bien sûr positives ou négatives. Les actes, on appelle ainsi la partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes ou de tableaux. Chose que nous n'avons pas dans la tragédie d'Antigone, ni les scènes aussi. Les scènes sont les lieux. Les scènes, c'est les lieux où jouent les acteurs d'une pièce. L'autre sens de ce mot est les subvisions d'un acte. Ça veut dire l'acte est constitué de plusieurs scènes. Il y a bien sûr un enchaînement de scènes à chaque entrée ou une sortie d'un personnage. La didascalie est une indication cynique, souvent mise en italique, quand on parle bien sûr de ce qui est écrit, qui est donné toujours par l'auteur bien sûr, et qui peut concerner les entrées ou les sorties des personnages, le temps d'une réplique, les gestes à accomplir, les mimiques. Donc toutes les actions qui sont à l'aide pour mieux exprimer une situation ou bien une phrase. L'aparté, c'est un type de dialogue dans lequel le personnage s'adresse au public, comme bien sûr le fait le prologue dans Antigone, sans qu'une autre personne présente sur scène n'entend ce qui est dit. Bien sûr, vous allez remarquer ça sur la pièce d'Antigone. Quand le prologue rentre sur scène et il est en train de parler au public, le personnage c'est comme s'il n'entendait pas ce qu'il était en train de dire. Ou bien quand parce que normalement il a aussi surgi dans le milieu de la pièce pour nous donner quelques explications. C'est comme si les personnages derrière lui ne bougeaient plus, d'accord? C'est comme s'ils étaient des squelettes et comme s'ils n'entendaient pas ce qu'il était en train de dire. C'est comme s'il nous parlait directement. C'est l'aparté. Normalement, l'aparté est très utilisé dans la comédie.
car il peut bien sûr provoquer un rire fou. Parce que normalement, quand vous voyez une personne qui est en train de s'adresser au public, faire des commentaires alors que les autres personnages sur scène n'entendaient plus, c'est comme si on était en train d'inverser le rôle. Et là, c'est pas mal de fois, ça peut provoquer bien sûr le sourire et le rire des spectateurs. Les péripéties, bien sûr, c'est presque l'équivalent des péripéties quand on parle d'un schéma narratif. Le changement brusque de la situation initiale dans une pièce de théâtre ou dans un récit. Le coup de théâtre, c'est un événement imprévu, un changement brutal. C'est comme les péripéties, mais normalement c'est plus axé dans le temps. Il est plus court que normalement les péripéties. J'ai dit événement imprévu. Voilà, événement imprévu. Je disais aussi, voilà, les actions ou bien les scènes changent brutalement, euh, dans la situation destinée à relancer l'intérêt de l'action. Cet événement modifie le cours de l'action. On peut prendre l'exemple d'Antigone quand normalement il vient provoquer Créon et c'est là qu'il est en train de crier garde, garde. Et là, on a bien sûr un déroulement rapide des actions parce qu'on va emmener Antigone pour bien sûr la tuer. C'est ce qui est le coup de théâtre. C'est comme, on peut dire que c'est l'équivalent d'un élément perturbateur. Voilà, on a une action qui peut même être un taux d'action qui est très élevé, mais quand vient le coup de théâtre, c'est encore plus élevé que la norme. Vous voyez, ça passe directement du calme peut-être à l'action ou bien d'une action à une action encore plus brutale et plus forte que l'ancienne. Le dénouement ou bien la solution, c'est c'est normalement ce qui termine, ce qui dénoue. Ça vient, c'est le contraire du verbe nouer, dénouer, dénoue une intrigue. Une action au théâtre, suivant le genre de la pièce, comédie ou tragédie bien sûr, il peut être heureux ou malheureux. Et là, je ne vous le fais pas dire, le dénouement dans une comédie est toujours, dans la plupart du temps, heureux, alors que dans la tragédie, elle est toujours malheureux. Euh, le dialogue, le dialogue bien sûr, c'est la situation, le dialogue, c'est la situation dans laquelle une personne s'adresse à une autre personne qui lui répond. C'est très simple. Et le monologue, vous le savez toujours, vous le connaissez toujours, c'est normalement quand on est en train quand on est en train de se parler à nous-mêmes, mais dans le théâtre, on parle à haute voix, mais on nous fait comprendre que là, l'acteur est en train de parler à lui-même. Dans la tragédie d'Antigone ou bien dans les tragédies grecques, c'est le prologue aussi qui joue ce rôle-là. D'accord? Quand la personne essaie, et ça va être quand vous voyez que c'est comme si le prologue était en train de discuter avec Crayon. Non, c'était Crayon qui se parlait lui-même. Donc, le rôle du prologue à ce moment-là, c'est de faire en sorte de faire comprendre, c'est comme si Crayon était en train de se parler, bien sûr, lui-même. Normalement, c'est le lexique du théâtre et plus précisément de la tragédie. Normalement, ce n'est pas bien sûr vous n'avez pas tous les mots concernant le lexique des théâtres, mais vous avez normalement ce qui va vous être utile, ce qui est important à savoir. Je n'ai pas parlé bien sûr de tous les termes parce que c'est tout un art, tout un genre littéraire, mais pour nous, ce qui est nécessaire, c'est de comprendre le théâtre globalement et comprendre aussi quelques notions concernant bien sûr son lexique. Mais passons maintenant à la tragédie. La tragédie est un genre théâtral, bien sûr, qui développe généralement une action qui met en scène des héros ou des personnages de rang social élevé. Ça veut dire, la première remarque que vous avez quand on parle d'une tragédie, c'est que les personnages évoqués dans cette tragédie, la plupart du temps, ont un rang social élevé. Des princes, des rois, peut-être des présidents, des dirigeants d'armée. Donc toujours, ils ont un rang social qui est très élevé. Ça veut dire ils ne font pas partie
de la foule, des personnes normaux dans la vie, ils ont toujours un rang social qui est élevé par rapport à la norme. Et bien sûr, c'est pourquoi on choisit ces personnes très exactement de rang social élevé, c'est dans deux buts. Le premier, c'est dans le but d'émouvoir, provoquer le wow, quand on est ému, d'accord, surpris. Et le deuxième but, c'est bien sûr d'instruire le spectateur. Et c'est normal, pas mal de fois. Dans la plupart du temps, quand on est en train d'écouter des histoires par rapport à des rois, à des nobles, on a toujours cette notion d'écouter parce que pour nous, ce sont des gens qui sont hors du commun, qui ont toujours des histoires intéressantes. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des personnes qui ont des métiers normaux, normalement, ça va pas capter l'attention de tout le monde. Mais quand on parle d'un roi, d'un prince, d'un noble, les gens sont à l'écoute. Donc, et on cherche l'information, on cherche à être instruit, on cherche à comprendre, à avoir bien sûr des notions de compréhension qu'on n'avait pas auparavant. Aussi, les rois, normalement quand on a des tragédies qui concernent des rois et des princes, ça peut aussi provoquer une terreur, de la peur, d'accord? Parce qu'on voit une princesse qui va être exécutée, un prince qui va se tuer, se donner la mort, sa maman qui est une reine qui va se tuer, ça peut provoquer aussi notre terreur et des fois même notre pitié. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans la tragédie, on trouve aussi plus le registre tragique, on trouve celui de le pathétique qui provoque la pitié. Normalement, cette erreur et cette pitié peut être provoquée par le spectacle des pressions humaines en lutte contre elles, bien sûr, ou bien contre le destin. Si vous voyez, Antigone était en train de lutter contre le destin. Normalement, il connaissait son destin et il était là à lutter, à essayer de trouver, bien sûr, une solution. Maintenant, concernant la tragédie, vous savez bien sûr qu'il y a une structure concernant la tragédie et surtout la tragédie classique, notamment celle d'Antigone. Normalement, on commence par l'exposition. J'avais expliqué l'exposition ici. J'ai parlé bien sûr de l'exposition. Voilà. Maintenant, je vais donner plus de détails. L'exposition, c'est le début de la pièce, bien sûr, les premières scènes, on a dit ça. Il doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, euh, tant pour l'action principale ou pour les épisodes qui vont suivre. En sorte qu'il n'entre aucun acteur dans les actes suivants qui ne soit bien sûr connu euh, en premier, d'accord? Ou du moins appelé par quelqu'un qui a jamais été introduit. Ça veut dire, l'exposition, normalement, c'est la scène, ou bien les débuts de scène, ou dans notre cas, le cas d'Antigone, le prologue, il est en train de nous faire, bien sûr, une approche de tous les personnages qui sont présents sur scène. Même le messager qu'on va revoir à la fin, il est présenté par le prologue. C'est ce qui est l'exposition. Il va nous dire, voilà, c'est le messager qui va apporter normalement les informations. Voilà les gardes qui sont en train de jouer en cartes. Voilà Eurydice qui est en train de tricoter. Voilà. Il nous fait une représentation. À fur et à mesure que les personnages rentrent, on n'est pas, je ne sais pas si vous suivez des pièces théâtrales comiques, à chaque fois qu'un personnage entre sur scène, on s'arrête pour l'applaudir. Alors que dans la tragédie, déjà on connaît tous les personnages. Ça veut dire, même si quand ils vont faire leur apparition sur scène, on va pas être choqué ou bien c'est comme si on ne connaissait pas cet personnage parce que il a été introduit dans le début de la scène. Bien sûr, concernant l'exposition, les spectateurs doivent connaître les personnages. Et bien sûr, les rapports entre ces personnages doivent aussi avoir une connaissance des lieux, de l'époque, d'accord, même de l'intrigue. J'avais expliqué dans un premier temps, l'intrigue normalement c'est tout ce qui est dans la pièce théâtrale. C'est, comme j'ai expliqué, c'est l'enchaînement des événements dans un récit, le développement des actions. Donc, les spectateurs doivent aussi connaître l'intrigue. D'accord.
Voilà, ça c'est concernant l'exposition. Parlons du nœud, du problème. Le nœud est composé selon, bien sûr, les anciens écrivains classiques, en partie de ce qui s'est passé hors du théâtre, avant le commencement, d'accord, de l'action qu'on décrit, et en partie de ce qui s'y passe. Le reste appartient bien sûr au dénouement. Je vous explique. Normalement, le nœud nous parle pas mal de fois des actions qu'on n'a pas eu, bien sûr, l'occasion de voir ou bien de comprendre. C'est comme s'il était en train de nous faire une situation de l'action qu'on a devant les yeux. Et aussi, le nœud concerne aussi une partie de ce qui va se passer. Parce que le prologue, quand il est sur scène, il ne nous donne pas tous les détails, mais il nous fait comprendre ce qui va se passer ensuite. Ça veut dire qu'on a une conscience globale de, bien sûr, ce qui s'est passé. Je peux dire aussi que le nœud de l'action précise la nature du conflit à résoudre, bien sûr. Ça veut dire on a un conflit, on doit le résoudre. C'est le nœud qui, bien sûr, précise cette nature, la nature de ce conflit-là. C'est normalement le passage de la pièce au cours duquel les personnages doivent résoudre un problème complexe ou bien affronter les obstacles. C'est bien évidemment le nœud. La troisième partie qui compose la structure de la tragédie, et la dernière bien évidemment, c'est le dénouement. Normalement, c'est la fin de la pièce théâtrale. Le dénouement résout les problèmes exposés dans le nœud de la pièce. En principe, et les malheureux dans la tragédie. C'est évident. Quand on a une tragédie, le dénouement, elle est toujours, on peut le voir d'un œil négatif. Ça veut dire que c'est toujours malheureux et c'est bien évidemment parce que c'est une tragédie. Voilà. Euh, Donc là, on a fait le tour, mais bien évidemment, dans la tragédie d'Antigone, vous avez trois mots qui, bien sûr, appartiennent au lexique du théâtre, et surtout le théâtre grec, et surtout, plus précisément, la tragédie grecque. Ce sont le prologue, le chœur et le page. Je vais vous donner plus d'informations concernant ces trois personnages qui font, bien sûr, qui font partie de la tragédie d'Antigone. Sachant que le prologue et le chœur dans la tragédie d'Antigone sont joués par la même personne. Donc le prologue, c'est un mot grec qui est constitué de deux termes, pro et log. Pro c'est avant et log c'est discours. Ça veut dire on peut dire que le prologue c'est l'avant-discours. Et normalement, si vous lisez la tragédie d'Antigone, vous allez comprendre que le prologue, c'est bien sûr avant que les discours de la pièce théâtrale commencent, c'est lui qui vient bien sûr nous faire son discours bien à lui, qui peut être considéré comme une introduction au sujet principal. Donc, euh, pro, c'est avant, log, c'est discours. C'est la première partie d'une œuvre théâtrale, ou bien sûr la première scène d'une œuvre dramatique. Ça veut dire le prologue peut exister que ce soit dans la tragédie ou bien dans le drame généralement. Donc c'est la première partie d'une œuvre théâtrale ou bien la première scène d'une œuvre dramatique. Faisant office de préface, d'introduction ou bien sûr de préambule et qui sert à situer les personnages et les actions dans l'œuvre, en exposant bien sûr les divers points essentiels à connaître pour l'intelligence et le développement de la pièce. Donc c'est le rôle du prologue. Le chœur, le chœur peut constituer la pensée collective de la cité, des personnages, des spectateurs. Parce que des fois, dans la tragédie grecque, quand on est en train de vouloir, bien sûr, exprimer une idée, c'est le chœur qui vient prendre la parole pour exprimer à notre place cette idée-là. Ou bien, quand, comme vous le remarquez dans la pièce d'Antigone, quand le théâtre, le chœur vient nous parler de ce que la foule elle est en train de dire derrière. Nous, en tant que spectateurs ou bien que lecteurs, on n'a pas des indications par rapport à la foule, mais c'est le chœur qui vient nous apporter ces informations. Donc je reprends le chœur et la pensée collective de la cité, de la ville. Il intervient dans la tragédie en deux façons. Deux façons.
La première, c'est pour commenter les actions et marquer la progression. Et vous remarquez, je reviens toujours à la tragédie d'Antigone parce que c'est ce qui nous concerne. En pièce d'Antigone, vous allez remarquer que le cœur est bien sûr à commenter les actions. Ça veut dire quand on a besoin de plus d'informations, c'est lui qui est en train de élaborer un commentaire. Et aussi pour marquer la progression. Vous vous souvenez quand il est rentré pour nous dire voilà, là Antigone va faire ça et là c'est Aimon qui va faire. Voilà, il est en train de nous expliquer, bien sûr, ou bien nous marquer la progression des événements. Ou bien, comme il l'a fait avec Crayon, c'est pour, bien sûr, raisonner une personnalité et la faire revenir sur sa décision. D'accord? Dans bien sûr le théâtre grec, cette intervention, l'intervention du cœur, peut être sous bien sûr plusieurs formes, parmi elles parler ou bien chanter ou bien faire des récitations. Anouilh, dans la pièce théâtrale, quand on a vu bien sûr les gens qui suivent avec nous les cours concernant la Antigone depuis le début, quand on a parlé de la biographie de Jean Anouilh, on a parlé que c'était un personnage qui essayait, à l'aide d'Antigone, de éclairer sa situation. On avait dit que normalement il y avait la guerre mondiale, et là, Jean Anouilh n'avait pas pris de parti que ce soit pour les communistes ou bien la révolution, c'est ce qui a provoqué que pas mal de gens ont mal aimé cette action-là. Sa neutralité a été perçue d'un mauvais œil. Ça veut dire que les gens ne comprenaient pas pourquoi Jean Anouilh ne s'arrêtait pas d'écrire, pourquoi il n'a pas pris de parti euh, pour aucun euh, des communistes ou bien des gens de la Révolution, pourquoi il a continué à écrire. Là, il a écrit Antigone. Donc, à votre avis, comment Johan Will va essayer de faire sa signature ou bien nous faire comprendre qu'il existe dans cette pièce et qu'il est en train d'essayer de faire passer un message? C'est bien évidemment à l'aide du cœur parce que Anouilh va parler par l'intermédiaire du cœur, d'accord? Il va exposer bien sûr les conceptions de la tragédie qui est très différente de celle du drame. Ça veut dire, même les personnages qui sont en train de, bien sûr à l'époque, qui sont en train de regarder la pièce, parce que je vous avais dit que Jean Will, c'est lui qui a joué le rôle de Crayon. Donc dans un moment, il fallait qu'on expliquait aux gens bien sûr, des choses qui sont spécifiques, qui sont bien sûr euh, propre à la tragédie. D'accord? C'est normalement des choses qui rentrent vraiment dans le détail des choses concernant la pièce théâtrale tragédique. Donc, il nous fallait des explications, il nous fallait comprendre, d'accord? Comment la tragédie est conçue, comment il a été la conception de cette tragédie. C'est là où Anouilh intervient par l'intermédiaire du cœur. D'accord? Ça veut dire, je vous mets dans la scène, voilà, c'est Anouilh qui est en train de jouer le rôle de Crayon, mais n'oubliez pas que c'est le récréateur, c'est lui qui a réécrit la pièce d'Antigone. Donc, il est bien évidemment, même s'il est dans le personnage, il est bel et bien présent dans la tragédie. Et c'est là que, à l'intermédiaire du cœur, qui est joué bien sûr par une autre personne, il est en train de faire parler l'écrivain de la pièce, celui qui a recréé la pièce, bien évidemment Johan Will. Donc pour prendre la parole, il ne peut pas la prendre alors qu'il est en train de jouer le rôle de crayon. C'est là où il a pu passer par le cœur. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est un coup de génie de la part de Johan Will et on pourra comprendre pourquoi il avait eu tant de succès avec ses écrits, avec ses pièces théâtrales. Parce que pour moi, c'était une personne qui aimait le théâtre vraiment. Et j'avais pas mal de fois cité dans sa biographie que quand il a décidé dans un très jeune âge de vivre par et pour le théâtre, ça veut dire qu'il a accepté le fait qu'il allait être dans la misère jusqu'à bien sûr qu'il ait écrit sa pièce théâtrale, la Sauvage, qui a pu mettre fin à tous ses problèmes financiers et qu'il a pu bien sûr booster sa vie par rapport côté matériel, côté argent, et c'est là qu'il a pu être bien sûr
plus créateur et avoir plus d'innovation concernant la pièce d'Antigone. Et c'est là qu'on voit son intelligence et son génie parce que jouer un personnage qui est très important dans la scène, qui est Créon, et en même temps euh, donner sa personnalité à un autre pour qu'il soit joué par un autre personnage. Donc on peut comprendre que Jean-Louis était là pour ne parler en tant que crayon et quand il a essayé de ne parler en tant que Jean-Louis, il a donné cette tâche, il a délégué cette tâche au cœur qui a bien sûr un autre personnage sur scène qui a pu nous faire passer bien sûr la conception et la vision de la tragédie selon bien sûr euh, la vision ou bien la compréhension de Johan Will et pour nous faire comprendre que la tragédie est vraiment, vraiment très différente du drame. Le page, vous le connaissez bien, c'est celui qui n'a jamais, bien sûr, quitté Crayon. Et même dans la fin de la tragédie, c'est lui, ils partent ensemble pour le conseil qu'ils avaient, qui était prévu pour la journée même. Donc le page, euh, en grec, on peut l'appeler Pédon. Et normalement, il n'y a pas d'explication. J'ai trouvé quelques explications en anglais, mais je peux dire que c'est un enfant sous formation. D'accord? A child under training. Ça veut dire qu'il est en train de se former. C'est une formation qui est, ce garçon-là, il est en train de faire passer ce stage ou bien cette formation dans un palais royal. Païdon, c'est normalement en grec, mais ça veut dire aussi petit garçon. C'était un jeune et normalement la condition est qu'il soit bien sûr un enfant noble qui vient d'une famille des nobles. Donc c'était un jeune noble attaché au service d'un roi. Ça peut être une reine ou d'un prince. Donc le page normalement il est toujours lié ou bien il est toujours au service d'un roi, d'une reine ou d'un prince. Mais normalement, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il est toujours sous formation, peut-être pour avoir après, bien sûr, une fonction très élevée dans la société dont il fait partie, peut-être une fonction diplomatique, politique, d'accord, ou même économique, mais normalement, il est dans le palais, et il est toujours attaché au service du roi. C'est pas seulement pour le servir, mais pour se former. C'est comme s'il est en train de passer un stage dans un palais. C'est pour ça les Grecs l'appelaient le paysan, le petit garçon. Comme je vous ai dit, un jeune noble qui est normalement attaché au service du roi, peut-être de la reine ou bien d'un prince ou d'une princesse. Donc, on peut dire globalement concernant Antigone que c'est une tragédie grecque. Et normalement, comme je vous ai dit, c'était la création d'Antigone, c'est par Sophocle, bien sûr. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les informations. Comme je vous ai dit, Antigone est une pièce théâtrale créée par Sophocle et revisitée dans le terme de la cuisine ou dans le décor, qui est réécrite par Johan Will. Et normalement, quand je viens de vous expliquer, je vous ai donné quelques définitions au terme, au lexique du théâtre. Comme je vous ai dit, la compréhension de ces termes-là, normalement c'est un plus pour soi, parce que quand on est devant des questions dans une analyse d'une pièce théâtrale, on doit bien sûr avoir un minimum d'informations concernant ces termes-là, parce qu'ils nous aident à mieux comprendre. Et comme je dis toujours, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre à l'examen régional. Et quand il s'agit d'Antigone, pour moi, ce qui est le plus important, c'est comprendre, bien sûr, les éléments phares. Je parle d'exposition, je parle du nœud, je parle du noment. Pourquoi? Parce que normalement, ces trois parties, c'est eux qui constituent bien sûr la structure de la tragédie. Et puisque Antigone est une tragédie, donc comprendre c'est quoi l'exposition, comprendre le nœud et comprendre le dénouement, c'est primordial pour la compréhension d'Antigone. Je vois que dans mes explications, j'utilise trop le mot primordial. Je dois chercher un synonyme et essayer de changer ce terme-là parce que peut-être je vais commencer à vous stresser avec ce terme-là. Mais moi je l'aime bien sûr, primordial.
J'aime ce terme-là, c'est pour ça que je l'utilise trop. Mais revenons à nos moutons. Donc, je disais que normalement, la compréhension de l'exposition du dénouement et du nœud nous aide à comprendre la structure de la tragédie. Quand on comprend la structure de la tragédie, on comprend pourquoi le prologue était là dès le commencement à nous dire tout ce qui va se passer. C'est comme s'il était en train de nous dire, je ne sais pas si vous connaissez la blague, c'est une personne qui est rentrée au cinéma, donc il ne voulait pas donner un pourvoir à la personne qui lui a montré la place où il allait s'asseoir. Donc cette personne lui a dit, voilà, tu peux t'asseoir, pas de problème, même si tu ne m'as pas donné un pourboire. Mais je vais te dire juste une petite information, c'est le chauffeur du taxi qui tue tous les gens dans ce film-là. Et il est parti. Donc, il a brûlé tout le film pour ce malheureux personne. C'est ce qui fait le prologue par rapport à la tragédie d'Antigone. Il est en train de brûler toutes les actions. Il nous dit tout ce qui se passe. C'est comme s'il était en train de nous dire, voilà, vous pouvez allez-vous-en parce qu'il n'y aura pas il y aura pas de nouveau. Ce que vous allez voir, c'est la mort d'Antigone, c'est la mort d'Aimant, c'est la mort d'Eurydice. Ce messager que vous voyez là, c'est lui qui va apporter les mauvaises nouvelles. Les gardes qui sont là en train de jouer à la carte, ce sont ceux qui vont attraper Antigone et l'amener devant Créon. Donc, il nous disait absolument tout. Donc, c'est normalement, c'est ce qui fait la beauté de la tragédie. Voilà. Et c'est normalement, je ne sais pas si vous avez toujours en tête l'explication que je vous ai donnée par rapport à la tragédie. Je vous avais dit, ou bien au registre tragique, donc, quand j'ai parlé du registre tragique, j'avais dit que normalement le registre tragique, il exprimait la prise de conscience de l'homme devant les forces de la nature, les forces qui pèsent sur lui, qui lui dépassent, qui le dominent, qui ne se manifestent que par, bien sûr, des tragédies. C'est normalement, c'est ce qui fait en sorte que la tragédie, elle est toujours dans l'expression des forces de la nature, d'accord? Des forces qui dépassent toujours les héros de la tragédie. Donc voilà, donc quand le prologue rentre en scène, il est en train de nous faire comprendre cela. Voilà, nous faire comprendre que voilà, le héros tragique, il est sous la pression de sa mission. Normalement, il ne va pas réussir, il ne va pas faire un exploit, il ne va pas fuir son destin. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va bien sûr accepter son destin et accepter de mourir dans la fin de la pièce. Donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations nécessaires pour la compréhension, bien sûr le lexique du théâtre, comprendre la tragédie et bien sûr, on a fait une grande précision par rapport à la tragédie d'Antigone pour mieux comprendre l'envergure de cette tragédie, comprendre que même le prologue, si il rentre sur scène pour nous parler de toutes les actions qui vont se dérouler, qu'il est en train de nous parler bien sûr du commencement, du moment, la solution, ou bien nous parler même des péripéties entre-temps, c'est normalement ce n'est pas pour brûler les étapes ou bien nous faire comprendre un autre message, sauf ce n'est celui de que la tragédie a vraiment une grande différence entre elle et bien sûr et le drame et que la tragédie peut constituer une prise de conscience de chaque personne présente pour voir cette pièce théâtrale ou bien qui est en train de la lire pour comprendre que la tragédie ou bien le héros tragique, c'est un héros qui sait dès le début que sa tâche est difficile, qu'il ne va pas pouvoir rien faire, qu'il ne va pas résoudre le problème, bien sûr, évoqué dans l'intrigue, mais c'est sa destinée et qu'il l'accepte. C'est aussi une sorte de réponse pour toutes les personnes qui prennent la partie d'Antigone sans comprendre. Voilà, des personnes qui disent ou bien qui espèrent que Antigone va réussir dans la fin. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que c'est la tragédie. Dès le début, on sait que Antigone va être exécutée. Dès le début, on sait que Aimant va bien sûr se donner la mort et que Eurydice, sa mère, la reine, la femme de Créon, va aussi se suicider. Donc, dès le début, on comprend cela. En comprenant bien sûr la structure de la tragédie et en comprenant bien sûr la particularité de la tragédie et le fait que c'est un genre
littéraire qui est normalement qui est hors norme, qui ne répond pas aux règles, euh, les règles normales des récits. Ça veut dire qu'il y a une grande différence. Parce que quand vous voyez, je le redis toujours, un prologue qui va rentrer sur scène dès le début pour nous parler de toutes les actions qui vont se passer, on va se dire, et pourquoi bon on doit assister à cette tragédie? Pourquoi bon on doit voir des actions qu'on sait dès le début comment ils vont se terminer? Voilà, c'est ce qui fait la beauté de la tragédie. Et bien sûr, et je vous conseille toujours de lire et relire bien sûr la tragédie d'Antigone pour mieux la comprendre, parce que normalement ce sont ces détails qui font en sorte que il y a des gens qui savent répondre, qui ont des meilleures réponses, et que d'autres, même en pensant qu'ils ont compris la scène ou bien la tragédie d'Antigone, n'ont pas bien sûr des réponses qui ne sont pas assez correctes. D'accord? Ils s'attendent à une autre et voilà, ils sont bien sûr surpris par une autre. D'accord? Parce que je peux dire que je ne vais pas dire que c'est rare que vous trouvez des professeurs qui ont bien sûr compris toute l'ampleur de la tragédie d'Antigone, mais on doit faire en sorte, en répondant aux questions de l'examen régional, euh, on doit faire en sorte que la personne devant nous, c'est comme si, c'est pas qu'il ne comprenait pas, mais disons qu'il n'a pas trop de notions par rapport à la tragédie d'Antigone et qu'il fallait bien sûr donner des explications correctes. Donc voilà, c'est tout. Donc on a fait le tour, comme j'ai dit bien avant, de tous les lexiques de la tragédie, ainsi que d'autres, bien sûr, explications concernant la tragédie plus précisément, le prologue, le chœur et le page, parce que ce sont des trois personnages de plus dans notre pièce théâtrale qu'il faut bien sûr comprendre les rôles et bien sûr le développement de chacun dans les scènes qui vont suivre. Donc après, bien sûr, il y aura les autres personnages, des personnages normaux de la tragédie d'Antigone. Je parle bien évidemment d'Antigone, d'Ismène, sa sœur, de Aimon et de Créon, fils et père, et bien sûr de la reine Eurydice, et tous les autres personnages secondaires qui sont présents dans la scène. Donc, qui sont présents dans la scène, dans la tragédie d'Antigone. Donc, je pense qu'on a terminé le cours là. J'espère que vous allez mieux comprendre ce cours-là. Essayez de voir et de revoir la vidéo, faire des recherches sur Internet, aller sur Wikipédia, parce que normalement il y a des tas d'informations concernant le théâtre et le théâtre tragique, où vous pouvez bien sûr trouver toutes les informations nécessaires à une meilleure compréhension, bien sûr, qui soit bien sûr une annexe de ce que je viens de vous expliquer. Donc, pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans un nouveau cours sur notre chaîne Roman Analyse. Merci et à très bientôt.